Apparemment, HBO Max ne veut pas seulement que nous passions Noël à regarder la série Harry Potter, mais aussi que nous passions Pâques à regarder des documentaires sur la série Harry Potter. Eh bien, il a été annoncé aujourd'hui que dimanche prochain, le 5, le documentaire À la recherche de Harry. L'art derrière la magie arrivera sur HBO Max, qui en gros est un documentaire, en parlant des coulisses et des secrets de la série Harry Potter, de la recherche des acteurs. Comment ce processus s'est-il déroulé, tout ça? Et un teaser est sorti, mec, vraiment génial, hein, je suis passionné par les coulisses, ça m'a rendu fou. Bon, ceux qui me suivent ici depuis plus longtemps le savent. J'ai une grande rubrique ici, appelée Magie du cinéma, où j'ai abordé tous les détails des coulisses des 8 films de Harry Potter. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais aux anges, mes amis, j'étais aux anges. Avoir un documentaire avant même que la série ne commence, et écoute, ne t'inquiète pas pour les spoilers, parce que c'est évident qu'ils ne vont rien montrer qui pourrait compromettre ton expérience en regardant la série, n'est-ce pas? Ils ne vont rien montrer d'essentiel pendant que tu regardes, seulement des choses basiques qu'on connaît déjà, non? Après tout, Harry Potter, ce n'est pas une histoire nouvelle, n'est-ce pas? On connaît déjà l'intrigue principale, moi, mais c'est génial de voir les coulisses. J'adore, même si je ne suis pas très objectif sur le sujet. Et bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher d'analyser chaque petit détail de ce teaser, parce qu'il y a des choses vraiment sympas dedans. Je vous préviens déjà que je pense que cette analyse ne sera pas aussi longue que celle du teaser. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, Kako, analyse. Si ça ne dure pas plus de 2 heures, je ne regarde même pas. Mais du calme, ce n'est pas comme ça non plus. Il faut qu'il y ait du contenu à analyser, non? Ça ne sert à rien que j'invente plein de choses. Donc je sais que vous dites ça pour plaisanter, enfin j'espère. Mais allons-y pour l'analyse. J'ai noté ici quelques petites choses à commenter à propos de ce teaser. La première prise montre le moment du tournage de la scène où Hagrid arrive avec les élèves de première année en marchant dans une forêt. Cette scène est dans le teaser, mais vous remarquez que dans le teaser, c'est une scène qui se passe la nuit. Il fait nuit, n'est-ce pas? Mais comme le montre cette bande-annonce du documentaire, n'est-ce pas? Dans les coulisses, elle a été tournée le matin. Cette scène a été filmée pendant la journée avec la lumière du jour. C'est une technique courante appelée nuit américaine en français. Et c'est tout simplement beaucoup plus facile. Ça demande beaucoup moins de logistique, hein, c'est beaucoup moins cher. Tournée de jour, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de payer une prime de nuit. Pas besoin de déplacer l'équipe de sécurité car tourner la nuit est plus tendu. Il ne faut pas la même équipe que pour le jour, tu vois. Ce n'est pas pareil. En plus, il y a un détail très important à ce sujet. Les enfants ne peuvent pas tourner la nuit. Les lois du travail pour les enfants sont très strictes. Ils ne peuvent pas rester plus de 5 heures sur les plateaux, donc ils doivent de tourner en journée. Cette technique est très bien utilisée et la scène était vraiment bien faite. On croirait qu'ils ont tourné de nuit, mais c'était en plein jour. La scène suivante montre John Lithgow, le grand Dumbledore de Harry Potter, qui mesure plus d'1,90 m. Il dit ceci: les histoires de Harry Potter sont un phénomène extraordinaire, vraiment. John Lithgow, elles le sont vraiment. C'est génial de voir les acteurs parler pour la première fois dans une production centrée sur la série. Ils vont partager des choses, ce sera sympa. Dans la scène suivante, les bannières de Serdaigle et Serpentard apparaissent brièvement dans un plan rapide. Là, derrière l'une des torchères de Poudlard, qui est ce plateau avec du feu, n'est-ce pas, utilisé pour éclairer l'endroit. Et regardez, ici les deux bannières possèdent des branches avec des feuilles, renforçant encore une fois l'aspect naturaliste de Poudlard. La série va vraiment avoir cette identité-là, très naturaliste, avec beaucoup d'arbres et de nature, symbolisant comme si ces bannières, comme si ces maisons étaient deux fruits d'un même arbre. Poudlard est l'arbre, et les maisons sont les fruits, tu vois? C'est vraiment cool, ça symbolise que tout ne fait qu'un, tout a une seule base. Les maisons ont leurs propres caractéristiques, mais sans Poudlard, il n'y a pas de maison, sans l'arbre, il n'y a pas de fruits. C'est comme si les fondateurs avaient planté une graine en construisant Poudlard, tu vois. Et avec l'identité des bannières, c'est vraiment cool, hein, ça donne un style très médiéval. Et regarde, pour Serdaigle, le symbole est un aigle. Un aigle en bronze, un aigle de couleur bronze. Donc, en suivant les couleurs des livres, ce n'est pas un corbeau comme dans les films, ni argenté comme dans les films. Il y a une bordure argentée et bleue, mais on dirait que c'est à cause de l'éclairage, tu vois, du feu et tout ça, mais aussi là sur les bords. Tout va bien, parce que l'aigle est couleur bronze, et on a déjà vu d'autres éléments, tout comme dans le teaser,
que l'écharpe sera bleue avec du bronze, donc les couleurs, la cravate aussi avec du bronze, donc tout est cohérent. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la bannière de Serpentard, n'est-ce pas? Elle est là avec le serpent, normal, les couleurs qu'on connaît déjà, le vert et l'argent. Et voilà. La scène suivante montre les élèves entrant à Poudlard pour la première fois, mais sous un autre angle. Dans le teaser, on a la scène, n'est-ce pas? Toute jolie, et ici on a les coulisses de cette scène pendant sa réalisation. Tu vois l'écran bleu en arrière-plan utilisé pour compléter numériquement le décor, car tout n'est pas construit, mais c'est impressionnant de voir combien d'éléments le sont réellement. Regarde tout ce décor, mec, tout ce décor a été réellement construit. Les effets pratiques seront toujours bien supérieurs aux effets numériques. À la CGI, mec, ce sera toujours meilleur. Et c'est une école que les films de Harry Potter ont déjà instaurée. Les films de Harry Potter utilisaient beaucoup d'effets pratiques. C'était un énorme point fort des films. Ça rend tout beaucoup plus réel, tout bien meilleur. Évidemment, je ne vais pas diaboliser les effets numériques, car ils sont indispensables. L'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vraiment génial de voir la quantité d'effets pratiques qu'ils utilisent. Dans ce plan aussi, ils montrent les plantes. N'est-ce pas? On voit mieux les plantes qui grimpent sur le mur et le portail à l'entrée de Poudlard. Ce détail naturel est vraiment génial. J'aime beaucoup voir tout ça interconnecté avec Poudlard. Parce que ça donne vraiment l'impression que le château est vivant. Tu sais, il est vivant. Dans les livres, il est décrit que Poudlard semble toujours changer. Que les portes changent de place, que des portes font semblant d'être des portes, que des escaliers disparaissent. Donc c'est une école vivante, tu vois. Et je pense qu'avoir ces plantes comme ça, ces choses-là, ça donne cet aspect vivant. On peut aussi voir que dans l'un des portails, là à droite, il y a un visage, apparemment d'un homme, non? Ce serait génial si ces visages parlaient, non? Je ne sais pas si ces statues le faisaient, mais certaines gargouilles parlent, surtout celle de la salle des professeurs à Poudlard. Ce serait vraiment cool. Et dans ce plan, on peut voir l'intérieur où il y a un petit pont en bois. Ce n'est pas cette passerelle en pierre où il y a le drapeau de bienvenue pour les élèves de première année, c'est vraiment un petit pont en bois ici, avant cette passerelle. Et pour moi, ce pont ressemble vraiment à un hommage. Je ne sais pas, mais on dirait un hommage au pont des films. Là-bas, c'est un pont très emblématique qui a été ajouté à partir du prisonnier d'Azkaban. Pour moi, je le vois comme un hommage, tu vois. Et puis, le teaser montre, pour la première fois, on n'avait jamais vu ça auparavant. L'entrée de la grande salle, les portes, tu vois, certaines parties de la grande salle, la porte de la grande salle. Et on n'avait pas vu ça, on l'avait seulement vu dans le teaser. Les élèves entrent là, dans ce hall d'entrée, appelons-le comme ça, hall d'entrée, où il y a les escaliers, il y a la passerelle, et puis moi, sur la gauche, tu vois, la porte vers la grande salle. On n'avait pas vu la porte, juste le portail, tu vois, et on n'avait pas vu la porte elle-même. Cette partie montre quelques extraits de la grande salle, c'est assez rapide comme ça. Et là, on voit que la porte n'est pas la même. C'est la porte de la grande salle car elle diffère de celle utilisée par les élèves pour entrer dans le hall. Elle est beaucoup plus sombre, elle a des détails en fer, tandis que cette porte-là, elle est dorée, vraiment très dorée. Dans cette scène, on peut voir Drago entrer. Il est là devant, n'est-ce pas? Drago, il est visiblement plus grand. L'acteur Lox Pratt est visiblement plus grand que les autres enfants. Il a 14 ans et c'est un enfant mince et grand, donc il finit par se démarquer un peu là. Je ne sais pas si c'est intentionnel, de la part de la réalisation ou de la production de la série. Peut-être veulent-ils que Drago paraisse plus grand et intimidant, car c'est un tyran qui embête les gens. Pourtant, on le voit clairement regarder la grande salle, tout émerveillé. Maintenant, regarde bien au fond, là où il y a une torche, il y a une colonne et une structure, tu vois? Ça, c'est une sorte de mezzanine. Et on peut remarquer que par son emplacement, il est relié à cette passerelle en pierre, justement dans le hall d'entrée, là où il y a cette bannière. Bienvenue, les premières années. Si tu regardes la disposition, hein, prends le teaser, regarde la disposition de cette passerelle en pierre, et vers où elle va, sur le mur de gauche, c'est justement là qu'il y a la porte qui mène à la grande salle, n'est-ce pas? Et là, les élèves entrent dans la grande salle et il y a cette mezzanine, cette passerelle, mène au couloir qui va vers cette mezzanine. Et cette mezzanine a des escaliers qui descendent vers la grande salle. Autrement dit, tout est connecté là. Ensuite, John Lithgow réapparaît et il parle de réimaginer le canon de Harry Potter, de lui donner une nouvelle vie. Nous pouvons aborder des choses dont nous savons qu'elles se passent ailleurs, loin des nôtres. Autrement dit, cela renforce le fait que nous aurons des éléments que nous ne voyons pas dans les livres, mais que nous savons qu'ils se produisent, qui font partie du canon. Explorer ce que les livres n'explorent pas. Par exemple, Dumbledore enquêtant sur la tentative de vol de la pierre, sa relation avec Flamel, Hermione recevant sa lettre de Poudlard, étant visité par un professeur, Ron recevant sa lettre de Poudlard. Parce qu'on sait que ça arrive, on ne le voit juste pas de nos propres yeux.
parce que la narration de l'histoire suit surtout Harry, le point de vue de Harry, n'est-ce pas? Voici une nouvelle confirmation, cette fois soutenue par John Lithgow. Maintenant, mec, le plan suivant montre le panneau du quai 9 3 quarts, et il est un peu verdâtre, comme ça. Les chiffres et les lettres sont dorés. Et une chose que j'ai aimée, c'est qu'elle a un aspect un peu sale. Tu as remarqué ça, mec? Pour moi, ça rend la chose très réelle, ça la rend vraiment authentique. Parce que c'est un quai, n'est-ce pas? Un quai de train, et il a vraiment cet aspect un peu poussiéreux. Tu ne trouves pas? Surtout quand il s'agit d'une locomotive à vapeur et, tu sais, un quai qui existe depuis des années et des années, n'est-ce pas? Donc c'est bien que le panneau du quai ne soit pas quelque chose de tout neuf, tout joli, mais plutôt quelque chose qui a été marqué par le temps, par la saleté. L'horloge du quai indique exactement 11 heures, qui est l'heure de départ de l'Express. Et ensuite, on passe à une scène où Dominic McLaughlin, qui joue le rôle de Harry, apparaît déjà dans son costume, n'est-ce pas, en tant que personnage. Là, avec son chariot, la cage d'Edwige, son petit sac à dos vert. Et vous avez remarqué que sur le sac à dos de Harry, il y a un petit porte-clés avec un globe terrestre, c'est-à-dire Harry Potter, le maître du monde, il porte le monde. Tout le monde sait qui est Harry Potter. Ce garçon deviendra célèbre, une légende, tout le monde connaîtra son nom. Et c'est très vrai, bien sûr, que ce lien entre le porte-clés et Harry Potter, je viens de l'inventer. En réalité, je n'ai pas inventé, c'est juste ma perception. Ça peut ne pas être réel, ça peut ne pas être vrai, ce n'est peut-être pas l'intention de ce petit porte-clés, parfois c'est juste un porte-clés accroché à son sac à dos. Mais je suis un peu fou, j'aime trouver des connexions, et pour moi, je l'ai interprété comme ça. Ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Et puis, ah oui, la prise suivante montre une partie du quai où il y a un espace de restauration. Là, tu vois un café et des rafraîchissements, comme montré dans l'analyse du teaser, la pancarte café. Et tu vois que, mec, c'est cool ça, parce que c'est un quai. Même si c'est un quai, tu vois, sorcier, un truc magique, là. Les sorciers mangent aussi, les sorciers prennent aussi un petit encas, là. Je ne sais pas si c'est une croquette et un soda, mais ils mangent aussi. C'est cool ça, parce que ça apporte plus de vraisemblance, tu vois? Ça donne un sens de réalité, même si c'est un truc de fantaisie et tout. Franchement, c'est logique d'avoir une cafétéria ici, non? J'imagine déjà une discussion entre les parents d'Hermione et Arthur Weasley. Tu sais, en train de discuter de trucs, d'échanger des expériences. Franchement, c'est super sympa et tu vois que la déco, l'ambiance là-bas est vraiment vintage, un truc vraiment rétro. Parce que les sorciers, ils sont restés figés dans le temps, mon pote. Ils sont vraiment restés figés dans le temps. Et tant mieux parce que l'esthétique de leurs affaires est vraiment chouette. C'est ce style plus vieux, plus ancien, tu vois, avec des détails, un truc qu'ils n'ont pas suivi, la modernisation du monde. Et ça se reflète beaucoup dans l'ambiance de ce snack, non? Juste à côté du snack, il y a le bureau des objets trouvés là-bas, tu vois, où les gens vont simplement consulter pour voir si quelqu'un a rapporté les objets qu'ils ont perdus. Et mec, tu sais qui? J'imagine Neville, avec sa grand-mère Augusta en train de chercher Trevor, qui est leur crapaud. Franchement, je mettrai ma main à couper. On aura sûrement une scène comme ça dans la série, c'est typique de Neville. Et je ne dis pas ça parce que je l'ai vu lors de la visite du plateau. Je fais comme si non, je n'ai rien vu, rien du tout. Je parierais qu'il pourrait le faire, c'est tout à fait son genre, tu vois, vraiment son genre. Donc c'est aussi sympa d'avoir un bureau des objets trouvés là-bas. J'espère qu'on pourra voir ce bureau des objets trouvés dans la série, d'une manière ou d'une autre. Là, tu vois, que ce ne soit pas juste un décor de fond, je sais qu'il est réel à l'intérieur, car je l'ai vu là-bas, avec plein de choses dans le décor, des animaux perdus, etc. Il y a une Igane comme ça, vraiment sympa, mais j'espère qu'il sera montré. Il faut au moins montrer Neville à la mec, il faut montrer. Dans ce snack du quai 9 3 quarts, il y a un truc sympa. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis. Lors de ma visite du plateau, on y a pris un encas, même s'il n'était pas préparé sur place. C'était une commande et tout, il y avait des petits pains, des jus, un café, et voilà. J'étais tellement abasourdi, tellement dans la lune que je n'ai même pas mangé, j'ai juste grignoté un petit morceau comme ça. Je l'ai gardé dans les mains pendant super longtemps, pendant que j'enregistrais les trucs, parce que j'étais genre super excité. C'était génial et symbolique de manger là, je peux dire que j'ai déjà mangé dans ce snack du quai 9 3 quarts. Quand tu verras la série, pense-y. Regarde, Caco à manger ici, hein, c'est cool ou pas, non? Je sais pas ça si tu trouves Topa ça cool, mais c'est cool, j'y peux rien si tu trouves Topa ça cool. Un détail sympa sur le quai, ce sont ces carreaux, non? Dans cette scène des coulisses, on peut mieux voir les carreaux du côté droit, le carreau
Il y a deux chouettes blanches là sur le côté gauche. On ne voit pas bien dans cette prise, mais dans une autre prise, on voit. Ce sont deux sangliers, tu vas voir, dans la prochaine, dans une autre prise. On voit mieux ces sangliers là, voilà. Dans le coin gauche, il y a un petit banc et au-dessus de ce banc, il y a des affiches qui sont des publicités. Ce sont vraiment des publicités de choses du monde des sorciers. On ne voit pas bien les affiches, n'est-ce pas? Elles sont floues, mais ce sont des publicités. C'est aussi quelque chose qui apporte un sentiment de réalisme, n'est-ce pas? Le métro et le train ont de la publicité, une cafétéria et un bureau des objets trouvés, c'est sympa. Et regarde, la nature apparaît encore. En plus du carrelage, il y a aussi des feuilles là, mais sur la structure en fer, au plafond, là où ça sort du mur, il y a aussi une fleur à l'intérieur du cercle. Là, tu vois, on remarque que cet aspect de la nature est vraiment très présent, même encore sur le quai. Nous avons un moment où Mark Millod apparaît, qui est le réalisateur des premiers épisodes, en action, et Adriano Goldman aussi, qui est le directeur de la photographie de la série. D'ailleurs, Adriano est brésilien, un grand salut à Adriano. Aussi, dans cette prise, on peut voir un blason sur l'Express de Poudlard, un peu flou là, mais c'est le blason de Préolard, et sur le train, il est écrit Londres. Préolard, non, parce que ce sont les arrêts que le train fait, n'est-ce pas? Il quitte Londres, va à Préolard, puis revient à Londres. Dans une autre scène, on voit le caméraman et l'assistant avec la claquette. On voit le détail du sanglier dont j'ai parlé sur le carreau. Regarde le sanglier doré, jaunâtre, orangé. Pourquoi le sanglier? C'est l'un des symboles de Poudlard. D'ailleurs, à l'entrée du château, il y a deux gargouilles de sanglier, tu vois, qui sont deux sangliers ailés, deux cochons ailés. En fait, ce n'est pas vraiment un sanglier, c'est plutôt un hog. Tu sais, le nom c'est hog. C'est comme un sanglier, c'est un cochon sauvage, quoi. Hogwarts, le nom Hogwarts, c'est la combinaison de ce cochon avec verru. Wart veut dire verru. Donc le nom de Hogwarts, littéralement, c'est verru de cochon, cochon, verru. Tu vois? Le nom de Hogwarts est vraiment cool. Enfin bref, et là il y a ce sanglier parce que c'est le symbole de l'école, et ça c'est l'express de Poudlard qui emmène jusqu'à l'école, hein, enfin jusqu'à Préolard, pour aller à l'école. C'est logique qu'il y ait ce sanglier là, non? Sur la claquette, on peut voir les informations du nom du réalisateur, tu vois? Mark Millod à la réalisation et à la direction de la photographie, Adriano Goldman. La date de tournage indiquée là, c'est le 21 août 2025. Le grand chiffre 5, qui est probablement le nombre de fois que la scène a été tournée. Dans ce cas-là, ils étaient en train de tourner pour la 5e fois, non? C'était la 5e prise de cette même scène. Le 102 sur 27, peut-être la scène numéro 102 et le cadrage 27, non? Genre, le plan 27, le plan et le cadrage, enfin, et ce 008. Là en bas, dans le coin inférieur gauche, ça peut indiquer la bobine de la caméra. Même s'ils n'utilisent plus de bobine de caméra là, tu vois, analogique, et que c'est quelque chose de plus numérique, le terme camera roll existe toujours, non? Même si c'est une carte mémoire, que c'est quelque chose de numérique, enfin. Et là, avec cette scène, on peut plus ou moins déduire que ce serait vers le 2e épisode. C'est parce que Mark Millot est là en train de réaliser. Et il va réaliser les 2 premiers épisodes, il va réaliser les 2 premiers et les 2 derniers. Si je ne me trompe pas, les 4 épisodes du milieu ont un autre réalisateur, ce qui est normal dans les séries. Donc celui-là, je ne pense pas que ce soit le premier épisode. Très probablement, ce sera le 2e, donc peut-être le premier. Ça se termine vraiment avec Hagrid arrivant là-bas, à la cabane pour la première fois, pour aller sauver Harry, ce qui serait à peu près comme se termine ce chapitre du livre. On voit qu'il y a aussi quelques chariots derrière le gars au clap. On peut voir qu'il y a un petit chariot avec une grosse valise un peu grise, une valise plus petite dessus, marron, un panier, qui est peut-être pour transporter un petit chat, non? À Poudlard, les élèves de première année peuvent prendre une grenouille, une chouette ou un chat. Mais Ron s'en fiche et prend un rat, défiant les règles. Je plaisante. Je ne pense pas que ce soit obligatoire d'emmener ces animaux. C'est plutôt une suggestion, tu vois. Ah, vous pouvez emmener celui-ci, ou celui-là, mais je peux aussi emmener un kangourou. Oui, c'est bon, enfin bref. Et là, on peut voir qu'au fond, il y a aussi une sorcière avec des vêtements violets. On dirait du velours lavé. Le nom de ce tissu, c'est velours lavé. Ça ressemble à du velours lavé. Là, elle a l'air adulte et il y a une enfant, clairement une personne plus jeune devant elle. Probablement sa fille, qui est élève à Poudlard. Un vêtement rouge, et elle est un peu derrière la main, le bras, là, de l'assistant du clap. Et puis la prise suivante montre l'équipe de montage là, avec des structures en bois. Et d'après la forme, pour moi, c'est la grande salle, d'accord? Pour moi, c'est la grande salle, rien qu'à la forme. C'est encore brut, mais je suis sûr à 100% que c'est la grande salle. Et puis là, la scène suivante montre la construction du décor du chemin de traverse, vraiment au tout début. Là, tu vois que tout est encore au stade de la structure, les choses n'ont même pas leur façade terminée, certaines ont encore une demi-façade. Et on peut voir l'une des colonnes de Gringotts, cette colonne ici dans le coin droit de l'écran.
C'est l'une des colonnes de Gringotts. Enfin, là, c'était vraiment au tout début, non? Et là, à ce moment-là, c'est la directrice artistique, Mara, qui prend la parole. C'est cette jeune femme qui apparaît, avec des lunettes, en train de montrer la maquette de Poudlard. À ce moment-là où elle montre la maquette de Poudlard, on voit précisément la scène du teaser où les élèves entrent, mêlés côte à côte. Alors, pour comparer, Eric, cette partie où il y a la passerelle, c'est justement la passerelle où il y a le bienvenu, les premières années et tout, et tu vois que la passerelle mène directement à la grande salle. Dans cette partie de la mezzanine dont j'ai parlé tout à l'heure, regarde comment ce couloir est relié. Regarde sur la maquette comment le couloir est relié là, tu vois. C'est exactement cette connexion-là, sur la maquette. Il y a aussi au fond un autre espace dont je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Peut-être que c'est une salle de classe, quelque chose comme ça, un couloir vers une salle. On ne voit pas très bien là, mais je pense que ça peut être quelque chose comme une salle de cours de sortilège, enfin. Et puis, derrière elle, derrière Mara, pendant qu'elle parle, on peut aussi voir qu'il y a des balais. Non, il y a 4 modèles de balais. 3 sont bien visibles et un derrière elle est moins distinct. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont un style, un design très rustique. Là, ça rappelle vraiment les balais de sorcières. Tu sais, ces balais qu'on voit dans les histoires, dans les illustrations de sorciers. Tu sais, ces balais très rustiques, avec les pailles, les poils un peu clairs, enfin non. Enfin, tu vois que les manches, quand ils sont différents, ils ont des designs différents, non? Hein. Et les poils, même s'ils sont plus rustiques, ils ont quand même des caractéristiques uniques, tu vois, chacun à sa manière. Là, la façon dont les poils sont attachés, dessinés, bref, il y a ces différences. C'est ça qui change d'un modèle à l'autre. Là, dans le coin gauche, on peut voir un support avec quelques-unes. On dirait que ce sont des pointes de balai, des modèles de pointes de balai, tu vois. Et on peut aussi voir quelques illustrations conceptuelles de balai là sur la table, qui sont même très proches du balai. Et là, dans le coin droit, juste derrière, on peut voir ce que j'ai d'abord pensé être des bâtons de batteur. Mais quand la caméra s'élargit un peu, on voit que ce sont des poils de balai. Donc ce sont des modèles là-bas. Pour ces choses-là, mec, il y a beaucoup d'essais et de tests, plusieurs modèles, ils voient le rendu, tout ça là-bas. La scène suivante montre les acteurs Dominique et Alastair, tu vois, qui interprètent respectivement Harry et Ron. Ils montent à bord du Poudlard Express, là, sur l'un des plateaux, tu vois, du Poudlard Express, pour tourner la scène où ils vont à Poudlard pour la première fois. On peut le voir grâce au costume, non? Là, la tenue le montre très clairement parce que c'est le même costume que dans le teaser, dans la scène où ils sont là. Enfin, on peut voir que Dominique porte une barrette dans les cheveux, non? Je ne sais pas s'il utilise ça pour donner une certaine forme à ses cheveux, pour les faire tenir en l'air, parce que les cheveux de Harry ont cette caractéristique très marquée d'être tout ébouriffés, tu vois, un peu en bataille. Enfin, j'ai trouvé ça sympa qu'il laisse Alastair passer devant, il lui donne une petite tape dans le dos, super gentil. Là. C'est vraiment cool parce qu'on va clairement le voir tout au long de cette analyse. Ici, les enfants s'amusent, mec, et il faut se rappeler avant tout que ce sont des enfants. Tu vois, avant qu'on commence à parler de l'apparence, à faire des commentaires déplacés, il faut se rappeler que ce sont des enfants. Tu vois, ce sont des enfants. Je sais que ces enfants sont très bien protégés là-bas. Ils n'ont pas accès au réseau ni rien de ce genre. Mais bon, il faut examiner un peu sa conscience. Quand tu fais un commentaire, genre sur les dents d'un enfant, tu sais, ou n'importe quel commentaire sur l'apparence d'un enfant, mec, ce n'est pas cool, ce n'est pas bien de faire ça, tu vois, ce n'est pas bien. Un détail sympa à ce moment-là, c'est qu'on voit que tout est en mouvement, le décor aussi. C'est un écran pour simuler le mouvement, quand ils sont à l'intérieur, tu vois, du véhicule, pour donner l'impression que le véhicule est en mouvement. Évidemment, ça sera retravaillé en post-production. Ce n'est pas visible, on ne s'en rend pas compte, mais la technique qu'ils utilisent est sympa. Et encore une fois, je tiens à souligner à quel point l'utilisation des effets pratiques dans la série est très importante. C'est vraiment génial. Et ensuite, on a une scène du trio là, en train de jouer à pierre-papier-ciseaux dans les coulisses, tu vois. Ce sont des enfants qui s'amusent, mec. Et leur costume, pour moi, c'est vraiment de la caractérisation, tu vois. C'est à un moment où ils n'ont pas besoin de porter l'uniforme à Poudlard. Peut-être, je ne sais pas, à un moment donné. Je ne vais pas deviner ici, ni rien de ce genre. Mais pour moi, ce que porte Arabella, c'est un costume. Celui de Ron, c'est clairement un costume aussi, parce que cette chemise à carreaux, elle fait aussi partie du costume. La tenue de Dominique est plus ample là, et puis ils portent des lunettes, donc c'est un costume, tu vois. Ce ne sont pas leurs vêtements personnels, car dans le teaser, ils portent à un moment leurs propres habits, très différents. Et là, tu vois que la tenue d'Hermione, ça va être ses vêtements moldus, sont très caractéristiques des années 90, mec. Ce pull tout imprimé, tout coloré, c'est vraiment typique des années 90, mec. Il y avait des pulls comme ça, on appelait ça des pulls soft. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était super chaud. Ils avaient toujours ce genre d'imprimé, vraiment, vraiment, vraiment voyant, tu vois. Très coloré, plein de formes et tout ça. J'en avais et je détestais. Je détestais quand ma mère me forçait à porter ces pulls. J'avais envie de sauter d'un pont, c'était horrible. On voit aussi que ce n'est pas la tenue de la scène du train.
C'est parce que Ron porte une chemise différente en dessous, il porte une chemise verte, pas celle des Shadow les Cannons, et Harry porte une chemise et pas ce sweat qu'il porte dans la scène du train, tu sais, de l'Express. Pendant qu'il montre ces scènes, Amar, qui est la directrice artistique, dit que créer des décors de cette envergure, c'est le rêve d'un designer, tu vois, le rêve de quelqu'un qui travaille dans ce domaine, et qu'ils incorporent l'esprit joyeux et ludique d'être un enfant magique dans la série. Et puis la prise suivante montre un autre décor en construction, celui-ci un peu plus avancé que le chemin de traverse, avec une partie du revêtement déjà installée. Et celui-ci est probablement une cour de Poudlard, une cour extérieure de Poudlard, n'est-ce pas, vu sa structure, son apparence. Et là, il y a un gars de la production qui entre, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de qui il est, parce qu'il apparaît sans nom, n'est-ce pas? Il dit là que, avec toute cette ampleur, il est facile de se perdre, c'est immense. Et il a la chair de poule, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il parle vraiment. On peut s'y perdre, tant physiquement, car c'est immense, que mentalement, car la grandeur du lieu invite à la rêverie. Je ne sais pas comment tu l'as compris, les deux interprétations sont possibles. Ensuite, on découvre l'environnement de Poudlard lorsque les élèves arrivent pour la première fois dans le hall d'entrée. Et puis, les lustres suspendus avec des bougies, des torches dispersées, quelques portraits et tapisseries également disséminées là, que, malheureusement, on ne peut pas voir clairement. Ici, il n'y a pas grand-chose à ajouter, à part ce que j'ai déjà dit dans l'analyse du teaser, n'est-ce pas? Parce que c'est le même environnement là, il y a deux jeunes femmes là, qui sont probablement de la production, n'est-ce pas? Elles ne portent pas de costume, ils montrent juste cet environnement en coulisses. On peut voir là, je pense que ce qui est intéressant à commenter, c'est qu'on peut voir que le plafond là est complètement celui d'un studio, n'est-ce pas? On peut le voir, ce n'est pas quelque chose de complètement construit. Un château entier, son intérieur, mais seulement jusqu'à une certaine hauteur. Et là, on peut voir cet éclairage central là-bas, et cet éclairage utilise un artifice là. Un accessoire pour diffuser la lumière de diffusion, appelé nid d'abeille. Ce nid d'abeille fait en sorte que la lumière ne se disperse pas. Il ne laisse pas la lumière trop dure, n'est-ce pas? Cette lumière, quand on parle de lumière dure, c'est une lumière qui va directement très forte et tout ça, tu vois. Et la diffusion sert justement à rendre cette lumière plus douce, à éclairer bien sûr, mais à la rendre plus douce. Et la grille en nid d'abeille sert justement à ne pas disperser la lumière sur les côtés pour que la lumière reste focalisée là où il faut. Tu vois, pour ne pas éclairer des éléments qui ne doivent pas l'être. J'ai appris cela avec Boubou de Cessan Reservada, notre ami. Lorsque l'on filme avec une grille en nid d'abeille, l'éclairage possède une grille similaire, bien plus petite. Et donc je lui ai demandé ce jour-là. Il m'a expliqué, enfin c'était il n'y a pas longtemps, parce que ça a changé il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment sympa de connaître ces détails, tu sais, d'audiovisuel, de production, enfin des coulisses. Et puis dans la scène suivante, qui montre Minerva entrant dans la grande salle, là oui, on peut voir beaucoup de choses, on découvre la grande salle pour la première fois, n'est-ce pas? On peut voir que les tables ont une sorte de lampe sur toute leur longueur. Adriano Goldman aime beaucoup utiliser ce type de lumière en photographie. Tu sais, il compose très bien l'image avec ses lumières dans les décors. À l'entrée de la grande salle, on voit les animaux des maisons. À droite, le blaireau de Poufsouffle, puis le lion de Gryffondor, et sûrement de l'autre côté, l'aigle et le serpent de Serre-d'Aigle et Serpentard. Tu remarques que la porte est bien dorée, différente de celle du hall. Et là, assis à la table, on peut voir Olivier Dubois, qui est le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. C'est l'élève du milieu là, entre la fille à gauche et le garçon à droite, et il est juste dans le couloir où Minerva va passer. Et là, à la table de ce côté, on peut voir il semble y avoir un petit couple au bout, là un garçon et une fille qui discutent tout près l'un de l'autre. On dirait qu'ils sont en couple. Là, derrière Minerva, elle n'est pas encore entrée, mais on peut bien voir tout en haut de son chapeau, derrière elle, on peut voir une tapisserie qui semble représenter un arbre. Encore un arbre qui apparaît là, n'est-ce pas, dans le teaser, et on peut voir que c'est une tapisserie représentant un décor. Là, il semble qu'il y ait une sorcière et un sorcier, et on ne voit pas très bien, mais on dirait qu'il y a un homme et une femme là-bas. Et il y a un arbre, définitivement dans le coin droit, il y a un arbre, et il semble y avoir un homme et une femme. On dirait que derrière Minerva, juste derrière elle, c'est Ron, ça passe très rapidement là. Et puis il y a une prise où l'actrice Janet McTeer, qui joue Minerva McGonagall, entre en scène et elle dit ceci. La première fois dans la grande salle, on se dit waouh. Ensuite, on passe à la scène dans la grande salle, où l'on remarque encore de nombreux détails. Assis à la table de Gryffondor, il y a Simas, Ron, Hermione, Lila et Abraham. Et là, en face d'eux, il y a Dean Thomas, Neville Londuba, Harry Potter et Parvati Patil. Et là, il y a 3 garçons, apparemment des figurants, parce qu'à Gryffondor, en première année, il n'y a que Dean, Harry, Seamus, Neville et Ron, 5 élèves. Chez les filles, on connaît Hermione, Lavande, Parvati.
Il devrait y en avoir 2 autres, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas obligatoire d'être 5, mais bon. Et puis, il y a une fille qui a l'air d'être en première année, qui fait un peu de la figuration, et il y a 3 garçons qui semblent aussi être en première année, et qui sont figurants là. Je ne sais pas s'ils sont en première ou deuxième année, mais ils semblent être en première année. Aussi, à l'autre table, derrière Harry, Drago Malfoy est assis à côté de Crabbe et de Goyle. On peut aussi voir cela à la porte de la grande salle. Quand la caméra se déplace un peu sur le côté, on peut voir qu'en haut, il y a les bannières des maisons du côté gauche. Là, on peut voir la bannière de Serdaigle ainsi que celle de Serpentard. Et elles ont des formes différentes, hein, n'est-ce pas? Elles n'ont pas seulement des couleurs différentes, mais aussi des formes différentes. Et elles ont une esthétique très très médiévale de bannières, vraiment médiévale. De l'autre côté, à droite, se trouvent les bannières de Poufsouffle et Gryffondor non montrées. Regarde ce détail sympa. On peut voir qu'au-dessus de la porte de la grande salle, il y a les sabliers de Poudlard, les sabliers des maisons qui comptent les points. Ils sont là, au-dessus de la porte. Les sabliers sont à des endroits différents. Dans les productions de Harry Potter, n'est-ce pas sympa? Dans les films, elle est derrière la table des professeurs. Dans les livres, dans la grande salle. Mais je ne me souviens pas exactement où elle se trouve. Il faut que je relise ce passage du livre parce que, sincèrement, j'ai oublié exactement où elles sont. Dans Hogwarts Legacy, par exemple, elles se trouvent dans l'antichambre de la grande salle, donc à un emplacement différent. Dans la série, le choix créatif a été de les placer juste au-dessus de la porte de la grande salle. Là, sur le mur, vous pouvez voir, on peut en apercevoir un petit morceau à cet endroit. Grâce aux couleurs, on voit que ce sont les sabliers. Et puis, un carton apparaît au milieu du teaser avec le texte guidé par les artistes qui donne vie à l'œuvre, montrant le Poudlard Express en mouvement. Sur le quai, plusieurs chariots avec des mâles. On voit le numéro 5977 sur le train, alors que dans le film, c'est le numéro 5972. Bien sûr, un film et une série sont différents. Je mentionne l'Express car lors de l'analyse du teaser, il disait que je n'en avais pas parlé alors que je l'avais fait dans la vidéo de la visite du plateau. C'était la première chose dite en voyant l'Express. J'ai signalé que le numéro du train avait changé, mais je ne l'ai pas inclus dans l'analyse, pensant que c'était suffisant. Le nouveau numéro est 5977. Et là, entre Papaiziedo, l'acteur qui interprète Severus Rogue dans la série Harry Potter. Et là, il dit ceci. Rien qu'en arrivant là et en voyant le train en vrai, on s'imagine à Poudlard. C'est vraiment une sensation incroyable. Les gars, je ne veux pas paraître prétentieux ou quoi que ce soit, vraiment. Alors, je vais finir par parler tout le temps de la visite du plateau, mais c'est parce que c'est un sujet qui a totalement à voir. C'est lié, non? Donc, vraiment, c'est une sensation très incroyable. Lors de la visite du plateau, quand le train a démarré, je suis devenu fou et j'ai crié « Je vais enfin à Poudlard !» C'est cette sensation. Et puis, la scène suivante montre les élèves en classe. Et bien sûr, cette scène n'est pas la scène finale, n'est-ce pas? Là, on voit qu'il y a plein de gens de l'équipe technique autour. Dominique est là, derrière, au milieu des gars, en train de discuter. Alastair, qui joue Ron, est là dans le coin droit, et Arabella est en train de s'entraîner. Ce qui semble être le mouvement du sortilège pendant que l'actrice qui joue Parvati et l'acteur qui joue Neville s'amusent là, à lancer des sorts l'un à l'autre. Et ici, dans cette scène, il y a quelque chose de très intéressant dont je voulais parler, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment intéressant. Tu vois le mouvement qu'Arabella est en train de faire. Elle fait un mouvement, passe la main, puis un geste complexe avec la baguette. Même ça, pour moi, c'est vraiment cool parce que, mec, on dirait que Poudlard, je l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas pour comparer avec le film de façon péjorative ou dire que le film est un mauvais, rien de tout ça. D'ailleurs, ça, mec, c'est très clair que je suis passionné par les films, non? J'ai plusieurs vidéos ici où je parle des choses qui sont meilleures dans les films, tu vois. Les gens sortent tout de leur contexte et disent que je critique les films à cause de la série. Mais j'ai toujours critiqué ce qui devait l'être, et ce que j'aime, je l'aime. C'est tout, tu comprends? Donc, voilà, je suis passionné par les films, mais une chose, une impression que les films donnent, c'est que Poudlard n'est pas une école, tu vois? Ils ont très peu de cours, hein. Il y a un cours qui apparaît comme ça, un ou deux cours, bien sûr, à cause du temps. Les sorts paraissent plus simples. Ils agitent la baguette, prononcent la formule, et le sort est lancé. Seul le premier film montre le mouvement de Wingardium Leviosa. Ensuite, ça disparaît. Il semble qu'il faudra faire des mouvements complexes pour lancer les sorts. Ce qui est logique puisque les élèves sont là pour apprendre dans une école. Apprendre à contrôler la magie, apprendre à utiliser les sorts, apprendre à manier la baguette. Donc, ça a du sens que les sorts aient un mouvement, tu vois. Les mouvements de sorts viennent aussi beaucoup des jeux Harry Potter, où il y en a beaucoup, non? Pratiquement chaque sort a un mouvement, tu dois d'abord le maîtriser, puis lancer le sort, tu vois. C'est vraiment cool. Et dans ce cours, je crois que c'est le cours de sort où ils vont faire le Wingardium Leviosa. Et on peut voir dans la salle qu'ils sont dans le même endroit que sur la photo d'Hermione qui a été dévoilée. Et donc j'avais même dit sur cette photo d'Hermione que je pensais que c'était le cours de métamorphose, où elle reçoit un compliment de Minerva, qu'elle est toute contente. Mais non, je pense que maintenant,
En voyant cette scène des coulisses, je crois que c'est la salle de Flitwick. Et quand elle arrive à faire léviter la plume, c'est pour ça qu'elle est aussi contente. D'ailleurs, toi, tu vois la position de Ron et de Harry sur la photo, ils sont plus en arrière, moi, comme ça. Et dans les coulisses, dans cette vidéo des coulisses, ils sont exactement là, correspondant à la position qu'ils ont sur la photo. Donc pour moi, c'est bien la scène du Wingardium Leviosa. La salle est la même, tu le vois grâce au tableau. Tu vois le dessus de la table qui est verdâtre, tu vois l'encrier avec la plume. Là, la trousse qui est sur la table est la même, d'ailleurs, la trousse là. Il y a une plume, un crayon, tout ce qu'il faut pour un cours, pour écrire. Et vous vous souvenez aussi qu'il y a eu une fuite de l'enregistrement du sorcier sur le toit, où il faisait un mouvement pour lancer le sort. Vous vous souvenez de ça? Donc là, on voit aussi Hermione faire un mouvement. Je pense que tous les sorts auront ces mouvements, ce sera plus complexe. C'est cool, ça rend l'affaire plus théâtrale et magique. Et là, on peut voir un peu le détail des baguettes, non? On peut voir la baguette d'Hermione qui a une sorte de... Un petit détail là qui monte, qui s'enroule autour de la baguette. Ça m'a fait penser à quelque chose qui ressemble à une feuille, à une plante. Et du coup, ça rappelle la baguette qu'elle a dans les films. Le design de la baguette des films, c'est peut-être un hommage. Et la baguette de Neville, mec, je suis tout simplement fasciné par cette baguette qui ressemble à une brindille, mec. Tu sais pourquoi? Je trouve les baguettes les plus stylées quand elles sont vraiment rustiques et ressemblent à une brindille. D'ailleurs, la baguette que je trouve la plus stylée dans les films, enfin une des plus stylées, tu vois, parce que, bon, j'aime aussi les baguettes plus travaillées, mais une baguette que je trouve vraiment stylée, c'est celle de Grindelwald. Avant d'avoir la baguette de Suro dans les films, il en avait une toute tordue comme ça. Et il y a des épines, tu vois, elle ressemble vraiment à une branche d'une plante avec des épines, tu vois, hein, c'est vraiment cool. La baguette de Neville ressemble à ça, avec une branche relevée au bout, je la trouvais super cool. Et rappelons qu'elle appartenait à Franklin du Bas. Neville hérite d'abord de la baguette de son père, puis obtient la sienne. Ce n'est qu'en 5e année, après la bataille du département, que celle de son père est cassée, non? Bref, celle de Parvati, on voit qu'elle est aussi un peu tordue, mais elle n'est pas aussi rustique que celle de Neville. Elle n'est pas aussi rustique, elle est un peu tordue, mais elle est un peu plus travaillée. On remarque qu'elle est plus vernie, alors que celle de Neville est très rustique. Les uniformes, dans cette scène, je ne vais pas trop en parler, parce que eh bien, j'ai déjà parlé des uniformes dans l'analyse du teaser de la série. Et j'ai fait une vidéo uniquement sur les uniformes, donc je n'ai rien à ajouter ici, d'accord? La scène suivante montre une explosion de papier. Et ça se passe dans un département là-bas, tu sais? Ce n'est même pas un décor ou quoi que ce soit, c'est un département, très probablement, d'effets pratiques. Là-bas. Il montre ce qui servira à lancer les lettres chez les Dursley, au 4, Privé Drive, tu vois, les papiers sont encore vierges, ce ne sont pas encore les lettres. Et ça, on dirait que c'est du jour où le trio a pris une photo là-bas pour être présenté, non? Parce qu'Alastair porte le même vêtement beige que sur la photo, Dominique porte un pull gris, tu vois, qui est différent. Peut-être qu'il a changé de pull pour la photo. Et Arabella porte une veste en jean, et sur la photo où ils ont été présentés, elle n'a pas de veste, elle porte un t-shirt un peu fleuri, mais elle a un jean. Le trio regarde là-bas, tu vois, regarde l'explosion de lettres. Derrière eux, il y a Francesca Garner, celle qui rit avec une petite veste marron. C'est elle, la scénariste et showrunneuse de la série, non? La primée Francesca Garner. Et là, mec, on peut voir qu'il y a un échiquier devant eux, mais ce n'est pas l'échiquier de sorcier, ce n'est pas celui de la série. Peut-être qu'ils jouaient juste là, ou peut-être qu'ils apprenaient quelque chose ou autre, je ne sais pas. Peut-être qu'ils faisaient juste une démonstration de quelque chose. Mais là, ils ne sont pas costumés, on voit bien qu'ils ne sont pas costumés. Aucun d'eux, pas même Dominique, n'a de lunettes. Ils sont juste là, dans le décor. La scène suivante montre les élèves marchant dans la forêt. Probablement vers la petite barque, non? Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. À part leur cravate, qui est une cravate bordeaux, tirant un peu sur le violet, c'est la cravate qu'ils portent avant d'être sélectionnés pour Poudlard, n'est-ce pas? En effet, une fois qu'ils sont sélectionnés, ils portent les cravates de leur maison, avec les couleurs respectives de chaque maison. Et donc cette cravate, c'est celle qu'ils portent quand ils arrivent, n'est-ce pas? Avec le petit emblème de Poudlard dessus, d'une couleur bordeaux un peu violette. L'Oxprat se distingue là par sa taille, n'est-ce pas? Visiblement, il est plus grand, j'ai déjà parlé de sa taille, il n'y a pas de raison de revenir là-dessus. On voit que les élèves tiennent une petite barre en métal, sans doute insérée dans cette embarcation. Mais celle du premier garçon est détachée, sans que je sache pourquoi. La scène suivante montre, encore une fois, les élèves dans la grande salle. Il y a Arabella là, qui joue Hermione, il y a aussi l'acteur qui joue Seamus. Et Holly Weddington, costumière oscarisée, c'est bien elle qui s'occupe des costumes de la série, non? Elle est là en train de parler avec les enfants, en ajustant un peu les costumes, et Hermione porte un ruban qui semble être un peu bleuâtre sur la tête. Là, on voit que c'est avant la répartition grâce à leurs vêtements et leurs cravates bordeaux. Et là, mec, là derrière, dans cette scène, franchement, celle-ci, honnêtement, j'ai été surpris par mon œil de lynx. J'ai été surpris. On aperçoit le professeur Flitwick en costume bleu.
flou au fond à la table des professeurs. Regarde, c'est lui. Mec, parce qu'il est le seul à être de plus petite taille, tu vois, par rapport aux autres personnes. Et à cause de sa taille, on voit bien que c'est lui. Là encore, la directrice artistique apparaît disant que c'est comme un immense terrain de jeu. C'est vraiment incroyable, non? La maquette, les décors et tout le reste, ça doit être incroyable d'y travailler. Ensuite, on montre une scène avec un masque animatronique de Hagrid, et ce masque est porté par la doublure corporelle de Hagrid. Parce que mec, toutes les scènes avec Hagrid sont pratiquement tournées 2 fois. Tout ce qui concerne Hagrid existe en 2 tailles, parce qu'il y a la version Nick Frost et la version doublure. Et c'est pour donner l'impression que Hagrid est vraiment un demi-géant. Il y a 2 gâteaux. Par exemple, le gâteau d'anniversaire qu'il donne à Harry. Il y a le gâteau qu'on met dans la main de Hagrid, qui est plus petit, pour donner l'impression, tu vois. Ça donne l'impression qu'il est très grand, et le gâteau est petit. Et le gâteau dans la main de Harry, par exemple, est plus grand. Sa taille normale accentue l'écart, tu vois. Les scènes avec Hagrid sont donc filmées 2 fois. Ali Corporal porte le masque animatronique pour les plans larges, c'est génial. Ensuite, une autre créature animatronique apparaît dans la scène suivante. Non, c'est une créature composée seulement d'un squelette, impossible à identifier, mais on peut supposer selon la forme du corps. J'imagine que ça pourrait être un crabe de feu. À cause de la carapace, là, le dos a une forme de carapace. Le visage a un aspect qui ressemble à celui du crabe de feu. Enfin, d'y a cité, il y a une queue là et tout. Le crabe de feu n'a pas une queue aussi longue. Mais bon, c'est une adaptation, en rappelant qu'ils peuvent finir par le faire de la manière créative qu'ils choisissent. Il n'a pas une queue aussi longue, il a une queue, mais elle n'est pas aussi longue que ça. Pas que je m'en souvienne. Là, mec, un truc m'a vraiment rendu heureux et impressionné. Ce hibou animatronique. Je vais revoir toute la vidéo. Je suis passionné par les coulisses, je suis littéralement très passionné, et voir ces choses-là, c'est vraiment incroyable pour moi. Tu sais combien il y a de gens derrière tout ça? C'est pour ça que ça m'agace quand les gens disent ils vont arrêter la série Harry Potter. Regarde tous ceux qu'il y a derrière, tu vois. Regarde tout le monde qui travaille là-dessus, mec. Regarde tout le monde qui travaille là-dessus, tu vois. Ce sont littéralement des centaines et des centaines de personnes, peut-être même des milliers de personnes, tu vois. C'est injuste, tu sais. Je suis passionné par les coulisses. Regarde le réalisme de cette chouette animatronique, c'est génial, non? Il y a des scènes où ils utilisent de vrais animaux, mais il y a des scènes où c'est impossible, ce n'est pas faisable, alors ils finissent par utiliser des animatroniques. Et donc c'est vraiment génial de voir le réalisme de tout ça, à quel point la technologie a tellement avancé, au point qu'on arrive à avoir quelque chose d'aussi réaliste, n'est-ce pas? Et là, la voix de Mara intervient en disant « Nous allons encore plus loin, nous dépassons ce que le public connaît déjà. » Encore une fois, elle confirme cela. C'est là qu'ils vont plus loin, et mec, imagine, ils disent ça, tu vois, qu'ils vont plus loin. Nous faisons plus que ce que le public connaît, parce que pour eux, c'est bien plus difficile que de partir de zéro. Comme les films l'ont fait, il y a une forte pression pour adapter une histoire déjà adaptée à l'audiovisuel. Ces films ont eu un énorme succès et passionnent toujours autant, donc c'est une tâche difficile. Qu'ils doivent en même temps faire quelque chose d'original, mais sans donner l'impression de tout copier du film. Là, tu vois, je pense que c'est bien plus difficile. Bref, ils doivent vraiment être très originaux, vraiment, vraiment brillants. Et là, il y a Mara et Mark Millar, tu vois, qui regardent une caméra, qui regardent un écran, probablement quelque chose, un résultat de quelque chose qu'ils ont fait et qui était vraiment cool. Et puis, on montre une caméra comme ça, avec un contre-jour et tout ça, et on passe à une prise là, qui, pour moi, n'a été le point culminant du teaser, ce sont les plans du chemin de traverse finalisé. Il y a très peu de scènes, mais il y a beaucoup à dire. Ce premier moment qu'on montre. Au chemin de traverse, il y a une ruelle à droite où il est écrit Adeline's Close, une ruelle qui mène au chemin de traverse. Ce n'est pas seulement une rue, elle a des ramifications, hein, tu vois. Donc il y a une ruelle là, cette Adeline's Close, et dans cette ruelle, tu vois qu'il y a plein de papiers collés sur le mur, n'est-ce pas? Des choses comme ça, tu sais, ces affiches qu'on colle sur les murs, avec des publicités et tout ça. Enfin, là, il y a un petit stand avec des produits, car le chemin de traverse regorge de vendeurs. Certains ont des boutiques, d'autres sont ambulants. C'est vraiment cool. Et puis à côté de cette ruelle, il y a une boutique de plantes magiques qui s'appelle Airbed and Seed. Et dans cette boutique, mec, il y a plein de petits détails sympas. Vraiment. On dirait des champignons et tout ça. Ça m'a même rappelé le Tolette, cette créature magique ressemblant à un champignon, souvent utilisé dans les potions. Au-dessus de la porte de cette boutique, il y a une statue qui ressemble à un oiseau, mais je n'ai pas réussi à identifier de quel oiseau il s'agit. Et là, sur le côté gauche, à côté de la boutique, dans cette boutique de plantes, là, de plantes magiques, il y a l'emporium des chouettes. On peut voir par le dessin des chouettes, là, les différentes cages.
Et quand il y a une scène qui montre de plus près le comptoir, où on peut voir les champignons et tout, on peut voir un petit bout du nom sur la plaque, là, Emporium des chouettes, mais dans la langue originale, n'est-ce pas? C'est dans cette boutique de chouettes que Hagrid achète Edwige pour Harry. Mec, donc probablement, on va voir Hagrid dans cette boutique-là, tu vois là, hein? La scène suivante montre de nombreux figurants arrivant là, dans le chemin de traverse. C'est probablement la première fois qu'ils y entrent, non? Après avoir été costumés, la production a voulu filmer leur réaction sur place. Leurs vêtements sont très sympas et colorés. Malheureusement, on ne voit bien que la tenue du premier, parce que ça coupe tout de suite et que les autres sont les uns derrière les autres. On ne peut pas voir les vêtements en détail, mais on voit que ce sont des vêtements très colorés, vraiment originaux. Et puis quand ils marchent, le magasin qui est à leur droite, c'est Fleury et Bottes. Tu sais, la librairie Fleury et Bottes, on peut voir là le panneau. Sur les colonnes, en vert avec une partie du nom, Flourish and Blotts, qui est le nom de la librairie en anglais, on peut le voir là. Voilà, la scène change et on voit des pages au plafond qui tournent comme ça. C'est chez Fleury et Bottes, elles tournent. Parce que probablement là, il va y avoir un effet spécial, non? Il y a l'effet pratique, mais il va y avoir un effet spécial là, avec les pages qui tournent. C'est quelque chose de très vivant. Le chemin de traverse a aussi ça, d'être très vivant là-bas. Tu sais, tout bouge. C'est vraiment génial. Et puis, ces pages ont un easter egg vraiment sympa. Mec, vraiment sympa. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces pages-là viennent des contes de Biddle le Barde, spécifiquement. Cette page ici, plus proche, m'en vient du conte de la marmite sauteuse, le sorcier et la marmite sauteuse. On peut voir le petit dessin du chaudron sautillant là. Regarde comme cet easter egg est sympa, les contes de Biddle le Barde. Il n'apparaît que dans le 7e livre, tu sais, mais comme c'est un conte célèbre chez les enfants sorciers, c'est logique qu'il soit en librairie, tu vois. On ne le connaît pas, disons Harry ne le connaît pas, Hermione ne le connaissait pas, non? Elle le découvre quand Dumbledore le lui laisse, et Ron, il connaissait, mais Ron n'aime pas trop les livres. Donc c'est logique que ce soit là, tu vois. Et là, on peut voir derrière les figurants, et en revenant un peu à la scène, qu'ils arrivent. Non? Qu'ils passent à côté de Fleury et Bottes. Derrière, on aperçoit la banque de Gringotts et ses colonnes. C'est un peu flou, mais il s'agit bien de Gringotts. Dans la scène avec les pages au plafond, ce sont les contes de Biddle le Barde. Dans le coin droit, on voit la façade dorée d'une boutique nommée Quill. Quill, ce qui signifie plume en anglais. C'est sans doute une boutique de plumes. Ça peut être la Scribulus, où Hermione achète de l'encre, la Encrier, plume, ou alors ça peut être la Manuance Squill, qui est une boutique là, dans le chemin de traverse. Puis, dans la scène suivante, on voit la salle des potions de Severus Rogue. C'est sûrement la salle des potions, remplie de chaudrons, de fioles, d'ingrédients sur les étagères. Enfin, on voit plein de mortiers, tu vois, qu'ils utilisent pour broyer les ingrédients, non? On voit les livres ouverts sur une page de préparation, sauf celui du milieu, ouvert à une autre page. Pour moi, c'est celui devant lequel Neville va se mettre. C'est son livre. Et c'est lui qui prépare la mauvaise potion, qui la renverse et qui se retrouve couvert de furoncle. Lors du premier cours, Rogue retire des points à Harry, l'accusant de ne pas avoir aidé Neville. Enfin, je pense que cette disposition-là, c'est là où seront Harry, Neville et peut-être Ron. Ou peut-être Shamus pas loin, parce que dans le livre, c'est Shamus qui est à côté, non? Enfin, on verra, on verra. La salle est vraiment sombre, éclairée par des bougies là, mais mec, c'est un cachot, c'est vraiment très sombre. Et puis, les scènes suivantes montrent quelques acteurs en train d'être maquillés, comme John Lithgow qui joue Dumbledore, en train d'être préparé, tu vois, il sourit. Il y a Arabella Stanton qui joue Hermione, qui fait un petit signe de la main, toute contente. Elle porte une petite montre colorée au poignet, tu vois, ce sont des enfants. Tu sais, mec, ce sont des enfants, ce sont des petits-enfants. Mec, ne parle pas de l'apparence des enfants. Regarde sa petite montre. Toute colorée, là, mec. Enfin, on peut voir qu'à ce moment où Arabella apparaît, c'est pendant une scène que le costume n'a pas encore été choisi pour elle, mais je l'ai trouvée très mignonne en train de faire ce petit signe de la main. La prise suivante montre Dominique et Alastair en train de rire dans les coulisses, n'est-ce pas? Ils portent les uniformes et ils ont déjà été sélectionnés. On peut voir qu'ils portent les vêtements avec les couleurs de Gryffondor et ils sont dans un environnement extérieur de Poudlard, là, dans une cour extérieure. Regarde la fenêtre là-bas au fond, cette fenêtre tout au fond. Là, on dirait aussi qu'il y a une sorte d'arbre, une plante qui pousse à la fenêtre. Donc, un autre détail sympa ici, c'est la plante et la nature qui poussent dans le château. Ensuite, on voit Dominique en train d'être habillé avec le costume de l'école. C'est l'uniforme moldu de la scène du teaser, l'uniforme de Saint-Grégory. Ensuite, on aperçoit l'Express en mouvement. Et puis, une arche en fer qui est justement l'entrée de la plateforme 9 3/4 d'après le livre, n'est-ce pas? Même s'il faut traverser le mur là, à la plateforme 9 3/4, pour arriver, tu vois, à King's Cross, pour arriver sur la plateforme. Quand il passe, il y a une arche en fer, toute travaillée là. Cette arche en fer, c'est celle-ci. Et puis, le teaser se termine avec John Lithgow qui parle. On attend une éternité pour faire quelque chose qui touche les gens. Parce que, évidemment, il sait le poids que Harry Potter a pour nous, les fans. Comme cette magie est importante pour nous, dans notre vie, et comme ça nous motive,
tu sais, alors il connaît le poids de tout ça. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En tant que Dumbledore, je pense qu'il sera incroyable et j'espère qu'il incarnera Dumbledore jusqu'à la fin de la série. Il apparaît déjà, n'est-ce pas? Le texte à la recherche de Harry, l'art derrière la magie sera diffusé en avant-première le 5 avril sur HBO Max. Ah, mon ami. Autrement dit, si ton Noël était déjà réservé pour Harry Potter, alors ta Pâques le sera aussi. Et regarde, c'est encore pire pour moi, parce qu'il y a un barbecue chez moi. Enfin, pas chez moi, non? Sur le barbecue de l'immeuble. Alors j'ai dit à ma famille, faisons un barbecue à Pâques. Qu'est-ce qui pourrait sortir à Pâques, hein, côté Harry Potter? Rien, juste un barbecue. Je ne participerai même pas au barbecue que j'ai organisé. Je vais devenir fou. Je veux regarder ça avec ma famille, car ils deviennent comme des babouins qui crient et balbutient tous ensemble. Je ne pourrai donc pas regarder attentivement, et je veux le regarder attentivement pour créer du contenu. Ils resteront au barbecue, c'est triste pour eux, et moi je vais travailler ici, c'est super pour nous. Mais comme le documentaire va sortir à 4 heures de l'après-midi, je peux quand même grignoter un peu de barbecue, tu vois, à l'heure du déjeuner, rester tranquille, puis monter pour préparer et faire ce travail. Je suis très impatient, il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si cette vidéo sort aujourd'hui, jeudi le 2 avril qui d'ailleurs est le 11e anniversaire. 11 depuis la première vidéo que j'ai enregistrée ici pour le Chaudron Baveur, hein. 11 ans, mon ami, 11 ans, avec une chaîne uniquement et exclusivement dédiée à Harry Potter, avec des vidéos hebdomadaires. 11 ans, 11 ans. Joyeux anniversaire, je n'avais même pas réalisé, tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui, Chaudron. J'ai reçu une super belle vidéo de ma prof d'anglais, ici, Katia. Qu'elle et ses élèves là-bas à l'école où elle enseigne. Ils ont écrit une lettre de Poudlard pour le Chaudron Baveur, qui fête ses 11 ans, donc il a reçu sa lettre. C'était très mignon, les élèves lisaient. Évidemment, je ne vais pas la publier parce que, tu sais, je veux protéger l'image des enfants. Ce sont des enfants. Évidemment, je ne vais pas mettre leur visage sur Internet, mais je remercie beaucoup pour l'affection. Merci Katia, merci à vous. Les gars du collège, un gros bisou et merci pour l'affection. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Ce n'était pas comme le teaser qui durait un peu plus d'1 heure. Mais c'est ainsi, on fait avec. Si j'ai oublié quelque chose, j'ai voulu faire vite pour que tu puisses regarder aujourd'hui. D'accord? Même si j'ai fait ça avec beaucoup de soin et de minutie, comme je fais toujours, oups, j'ai oublié d'analyser la photo. J'ai terminé la vidéo en oubliant d'analyser la photo. Il y a aussi une photo c'est la photo de couverture du documentaire, et je dois en parler, mais ça va être rapide. Tu vois que sur la photo, il y a plusieurs enfants. Regarde, il y a Harry ici avec l'uniforme de Quidditch, Fred ou George, il le tient comme ça. C'est après sa victoire lors du match, non? Il y a un élève de Serre d'Aigle là-bas, on peut voir l'écharpe. Il y a un élève de Gryffondor, Hermione, avec un petit bonnet violet là. Ron, les joues rouges à cause du froid, non, avec la petite écharpe de Gryffondor. Bien sûr, ce n'est pas un vrai froid, c'est un froid simulé. Mais le garçon doit avoir les joues rouges, parce qu'il est roux, et en hiver, il doit devenir rouge. Alors ils font ça, tu vois. Dominique aussi est tout rouge, car il jouait apparemment à un match de Quidditch. Sur l'image, on voit le bout du nimbus 2000 encore inédit. Regarde comme elle est belle, mec. Elle a un détail doré, un anneau comme ça au bout, doré avec du rouge. Et la pointe du dessus a ce détail en métal rouge, avec écrit Nimbus 2000 en doré. Magnifique, magnifique. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé la Nimbus 2000, mais moi j'ai aimé et je m'en fiche. Si tu n'as pas aimé, je plaisante. Si tu n'as pas aimé, c'est ton droit, tout simplement. Mais moi j'ai adoré parce qu'elle, pour moi, elle rappelle, je l'ai déjà dit, non? Elle rappelle les illustrations d'avant les films, qui pour moi sont merveilleuses et remplissent mon cœur de tendresse. Et donc j'ai vraiment aimé ce design de la Nimbus. Bien sûr, mec, je ne vais pas comparer avec le film. Ah, mais dans le film, c'était comme ça. Parce que le film, c'est le film, tu comprends. Je pense que le pire ennemi de tous les fans, c'est de rester dans ces comparaisons. Parce que sinon, tu ne vas rien vouloir, tu ne vas rien réussir à apprécier, tu vas rester bloqué. Ah, mais dans le film, c'était mieux. Tu peux penser que dans le film, c'était mieux. Bien sûr que tu peux, c'est normal. Mais rester toujours à faire des comparaisons, tu sais, de façon négative, je pense que ça t'empêche d'en profiter. Enfin, c'est ça. J'ai analysé la photo. Regarde les garçons avec le visage peint là-bas, en train d'encourager Gryffondor. C'est beau, regarde. Oh, et spécial, 5 avril, HBO Max. Je vais devenir fou, les gars. Oui, je vais devenir fou. On se retrouve dans le prochain épisode du Chaudron Baveur. Et d'ici là, méfait accompli.